retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et puisqu'il est temps de faire un petit peu le constat de l'année 2023 qui vient de s'écouler. Bon, même si à l'heure où sort cette vidéo, on a quand même bien avancé dans janvier, mais on est dans janvier c'est encore le mois où on peut faire bilan de l'année précédente. On est bon, on est large, il y en a encore qui se disent bonne année, donc j'estime que je suis encore grave dans les temps. Et on va faire le constat pour faire un petit top 5 et flop 5 de cette année 2023 au niveau lecture. Vous m'avez suivi durant toute l'année sur mes lectures, que ça soit sur Instagram, sur YouTube ou sur Twitch. Vous m'avez vu avoir des gros coups de cœur, vous m'avez vu avoir des déceptions, vous m'avez vu pleurer, vous m'avez vu rigoler. Et bien écoutez, il est temps de condenser tout ça et de vous faire justement mon top 5 et mon flop 5 que vous puissiez voir un petit peu. Je vais vous pitcher rapidement les livres. Alors j'avoue qu'il y en a certains qui ont été lus en début d'année, donc ma mémoire n'est plus aussi fraîche qu'elle pouvait l'être au moment où je vous en ai parlé, mais normalement je vous en ai tous parlé dans des updates lecture, sauf un, puisqu'il a été lu en décembre. Mais sinon tous, je vous les ai présentés dans des avis lecture, donc je vous invite à aller vous référer aux avis lecture, comme ça vous verrez vraiment mon avis à chaud, avec un petit pitch comme ça pour aussi avoir le résumé. Mais là c'est juste, on va faire le constat et vous verrez, il y a du très très bon et du vraiment pas bon pour moi. Je voulais aussi commencer la vidéo juste par vous dire, puisque à l'heure où je tourne cette vidéo, la vidéo bilan vraiment général des réseaux est sortie et je n'ai pas fait de mention de lecture vraiment. J'ai pas envie de faire un bilan lecture en disant j'ai lu tant de fantastique, tant de fantasy, tant de bidule, tant de machin en 2023. C'est des stats que je fais pas, qui ne m'intéressent pas. Enfin genre je trouve ça intéressant de voir chez les autres, mais chez moi, je trouve que c'est pas parlant vraiment. Je lis tellement au fur et à mesure de mes envies que wow, faut que je m'en fiche un petit peu. Mais juste pour vous dire, en 2023 j'ai lu 114 livres sur un objectif qui était de 100 livres, donc j'ai dépassé mon objectif, donc je suis très contente, sachant que j'ai eu des mois où je sais que j'ai moins lu, genre le mois d'août, je sais que j'ai beaucoup moins lu, le mois de décembre, je sais que ça a été catastrophique niveau lecture. Et bien écoutez, là je me suis dit, ok Marie, t'arrives à cibler à peu près les mois où tu lis moins, est-ce que t'as possibilité de lire plus? On verra. En tout cas, pour l'année 2024, je me suis fixé un objectif de 150 livres, donc on augmente de 50 livres un petit peu l'objectif. J'en ai lu 114 comme je vous disais l'année dernière, sachant que je mélange tout, roman, graphique, manga, BD, tout. Du coup 150, je me dis que ça peut être possible, sachant que j'ai déjà terminé 2 livres et que ce soir je devrais en terminer un 3e. Nous sommes le 10 janvier. On est pas mal je pense. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le meilleur, la crème de la crème, pour vous présenter mon top 5 de l'année 2023. Il n'y a pas d'ordre dans ceux que je vais vous présenter. J'ai sorti de ma bibliothèque ceux que je voulais vous présenter et ils sont en pile. En fait, c'est les poches sur le dessus, les grands formats sur le dessous. Il n'y a pas d'ordre, si ce n'est l'ordre de taille, mais il n'y a pas vraiment mon préféré ultime. Je saurais pas dire, est-ce que quand je les regarde, ils sont tous assez variés, donc ça serait compliqué vraiment de vous dire j'ai préféré celui-ci, ils m'ont procuré des émotions très différentes, un plaisir de lecture différent. Donc voilà, après prenez-les juste, c'est un top 5 et après ils sont tous au même niveau dans le top 5. Et le premier que j'ai envie de vous présenter, c'est Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, écrit par Martha Hall Kelly, que j'ai ici en édition poche, du coup édité chez Pocket, mais qui est chez Charleston en grand format me semble-t-il. Et j'ai absolument adoré ce livre. Il est dans un sale état, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il est absolument tout marqué partout. C'est un livre que j'avais acheté en occasion dans un Easy Cash, je crois, pour pas grand chose. J'en avais beaucoup entendu parler, principalement sur la chaîne de Steph de Piketty Bookin, qui l'avait pitché, qui en avait parlé il y a des années de ça, et le titre m'était resté en tête. Ma meilleure amie se l'était procuré, et on en avait reparlé il y a un an ou deux peut-être, et ça m'avait redonné envie de le lire. Donc du coup je l'avais trouvé en occasion et je l'avais acheté et je l'ai lu dans l'année. Et quelle bonne idée, quel coup de poing, ça a été fantastique. On retrouve ici le profil de 3 jeunes femmes l'histoire commence en 1939, où on suit du coup 3 jeunes femmes. On suit Caroline qui est américaine, qui vit aux États-Unis et qui essaye de venir en aide à des enfants français. On a aussi Kasia qui est une jeune polonaise et qui va rentrer dans la résistance alors que la Pologne se fait envahir par les forces nazies. Et enfin on suit Herta qui elle participe au régime nazi et d'une façon quand même très investie et qui croit en l'idéologie nazie en fait. Donc on va suivre ces 3 profils de femmes à travers toute la durée de la guerre. Donc ça commence en septembre 39 comme je vous disais, ça se termine après, l'histoire se termine bien après la guerre. Mais on va suivre le destin de ces 3 jeunes femmes qui vont toutes, à un moment ou un autre, se croiser pour des raisons diverses et variées. Et ça a été absolument poignant. J'ai absolument adoré suivre justement cette Seconde Guerre mondiale qu'on connaît tous, mais qu'on a déjà vu aussi abordée dans plein de livres, dans plein d'objets culturels qu'on connaît, qu'on se dit, oui bon c'est bon, je l'ai vu un peu sous toutes ses coutures. Mais là j'ai vraiment adoré le fait qu'on ait 3 points de vue, qu'on ait un point de vue déjà allemand, du côté vraiment nazi, pas allemand qui allait contre l'idéologie nazie, mais là vraiment Herta elle est
elle est nazie dans ça, elle a été éduquée comme ça, et pour elle c'est normal, c'est la normalité. Donc c'était très intéressant aussi de voir Kasia, justement cette jeune polonaise qui se retrouve vraiment envahie par les Allemands. J'avais jamais vu aussi, enfin, de mon côté, j'avais jamais lu d'ouvrage du point de vue polonais. Et enfin, on a Caroline, cette américaine qui, j'avoue, au début, c'était le profil qui m'intéressait un peu le moins, puisque finalement, elle n'est pas sur le front, elle reste aux États-Unis, elle essaie de venir en aide tant bien que mal, même si elle a de l'argent, donc elle envoie de l'argent, elle fait en sorte d'envoyer des biens et des vêtements et de la nourriture, par exemple, aux jeunes enfants français. Mais elle est assez limitée dans les moyens qu'elle peut mettre en place. Et finalement, elle va prendre de l'importance aussi. Et vraiment, elles ont toutes été très très intéressantes à suivre. L'autrice, en plus, à la fin, vous explique que 2 des 3 personnages que l'on va suivre sont tirés de personnes réelles. Va nous expliquer qui sont ces personnes qui ont réellement existé, comment elle en est arrivée à écrire ce roman. Donc les notes de l'autrice aussi à la fin sont très très intéressantes. Et j'ai absolument adoré. J'ai pleuré. J'ai adoré suivre comme ça. À chaque fois, en plus, on change de point de vue. Donc on alterne entre les 3 points de vue. À chaque fois qu'on arrive dans un nouveau point de vue, on est content puisqu'on retrouve telle ou telle héroïne. Et on a envie de savoir ce qui va lui arriver, mais en même temps on est un petit peu déçu parce qu'on se dit mais j'aurais bien voulu continuer avec celle qui était dans le chapitre précédent parce que je voudrais savoir la suite. Enfin, vraiment c'était absolument génial, je vous le conseille fortement et j'ai très très hâte de découvrir les autres ouvrages de l'autrice. Vraiment j'ai envie de lire tous ces ouvrages, j'ai adoré la plume, vraiment pépite, pépite, pépite. Un autre poche cette fois-ci, et je crois que c'était mon premier coup de cœur de l'année et je suis contente de voir que arrivé un an plus tard, je vous le confirme l'idée que ça a été un coup de cœur pour moi. Il s'agit de Un bûcher sous la neige, écrit par Suzanne Fletcher et ici publié chez J'ai lu. Je ne sais pas chez qui c'est publié en grand format honnêtement, mais ça a été absolument un gros coup de cœur. Alors juste pour nuancer tout de suite mon propos, sachez que je l'ai prêté à ma mère pour qu'elle le lise en lui disant moi j'ai adoré, j'espère que toi ça sera la même chose. Et elle a pas trop aimé. Donc comme quoi vous voyez, les avis d'une personne à une autre ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas ici nous sommes au XVIIe siècle et nous suivons Corag qui vit un petit peu avec sa mère, complètement recluses de la société. Elles sont un petit peu considérées comme des parias ou bien des sorcières puisqu'elles ne se mélangent pas du tout à la communauté. Elles ne vivent pas dans le village, elles ne vont pas à l'église, elles n'adhèrent pas aux croyances religieuses, elles vivent un petit peu vraiment en communion avec la nature, mais du coup de façon complètement divergente avec le reste du village à côté duquel elles vivent. Et un jour, la mère de Corag va se faire un petit peu chasser dans la chasse aux sorcières et Corag va réussir à s'enfuir et va juste s'enfuir pendant très très longtemps, va prendre un cheval et va courir, va avancer et va se retrouver dans un coin qu'elle estime être un coin parfait pour elle et elle se retrouve en Écosse. Et elle va continuer en fait elle va faire perdurer un petit peu le rythme de vie que sa mère lui a inculqué, c'est-à-dire qu'elle va réussir à se construire elle-même son petit habitat dans un coin, dans une petite prairie et vivre complètement avec la nature en fait, vraiment écouter la nature, apprécier chaque instant que la nature a à vous proposer, voir au printemps les fleurs éclore, voir en hiver la neige tomber, en automne les feuilles tomber, enfin vraiment elle va prendre le temps d'apprécier tout ça, se nourrir, chasser elle-même, pêcher elle-même, enfin vraiment elle va prendre ce temps-là, et elle va apprécier comme ça, et elle va aussi faire la rencontre de je ne sais plus. Bref, elle va faire la rencontre de personnes vivant dans un village voisins et ils vont vivre en communion en fait. Ils vont accepter l'existence de Corag en fait et vraiment tant qu'elle ne les dérange pas, il n'y aura pas de souci. Mais la grosse force de ce roman et de ce récit, au-delà de toute cette histoire qui peut vous sembler un petit peu bateau, en fait déjà la plume est magnifique dans le sens où toutes les descriptions de la nature est vraiment très très belle. On s'y voit, on s'y croit, on entend les bruits des oiseaux, on entend l'eau du ruisseau qui coule, on sent vraiment quand elle fait cuire quelque chose, enfin la plume est vraiment très très belle et je trouve qu'on se sent vraiment, on a l'impression d'y être quand on lit le livre. Et la grosse force de ce livre, c'est que vous voyez, il s'appelle Un bûcher sous la neige et vous pourriez vous dire mais quel est le rapport avec ce titre? Donc on a cette question de chasse aux sorcières et en fait le livre est alterné entre du coup le point de vue de Corag qui va nous raconter son histoire. Donc comme je vous le disais, avec sa mère qui a été chassée, qu'elle a fui, qu'elle s'est refait sa vie, et un point de vue plutôt contemporain, enfin plutôt actuel, où c'est Corag que l'on sait dès le début emprisonnée et un petit peu en attente d'être mise au bûcher pour être brûlée, sauf qu'elle est en attente puisqu'il neige et il n'est pas possible de brûler un bûcher puisqu'avec la neige les flammes prendraient pas bien, donc elle brûlerait pas bien, donc elle est en attente de pouvoir être brûlée. Et on a un révérend, le révérend Charles Leslie, qui lui vient d'Irlande pour écouter justement le récit de Corag, puisque visiblement elle aurait des connaissances
elle aurait des connaissances suite à un massacre qui a eu lieu justement dans le village à côté duquel elle vivait. Et donc c'est, on va alterner entre Cora qui nous raconte son histoire et le point de vue de Charles Leslie qui au début estime que Cora est une sorcière. Effectivement, elle vivait en paria, elle était... voilà, il pensait que c'était une sorcière. Et au fur et à mesure que Cora va nous raconter son histoire, le point de vue du révérend va aussi bien changer. Et il va se rendre compte que différent ne veut pas dire mauvais, comme c'est ici le cas. Au début, on nous dit, elle vit différemment, c'est une sorcière. Non, différent ne veut pas dire mauvais, ça veut juste dire que c'est une approche différente, une façon de vivre différente. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de notion péjorative à avoir sur ça. Bref, ça a été absolument un gros coup de cœur. Je vous le vends très très mal, je vous le pitcherai très mal. Mais ça a été un énorme coup de cœur. J'ai absolument adoré. La plume est magnifique. J'espère le relire, enfin je pense le relire dans quelques années, quand je l'aurai bien oublié. Mais vraiment, ça a été fabuleux et je vous le conseille grandement. C'était trop bien, vraiment. Le troisième est un livre que je vous ai présenté il y a finalement pas si longtemps que ça. Je l'ai lu sur la deuxième moitié de l'année. Il s'agit de La rue qui nous sépare, écrit par Célia Samba, que j'ai ici en version poche chez le livre de poche jeunesse. Il me semble qu'en grand format, il est sorti chez Hachette Roman, celui-ci. Et ça a été un énorme coup de cœur. J'ai absolument adoré. On suit ici, alors comment elle s'appelle, Noémia qui a 19 ans et Tristan qui en a 21. Noémia, elle vit avec son cousin et sa cousine avec un certain confort de vie. Elle est étudiante en droit et écoutez, son train-train se passe bien, sa petite vie se passe bien, elle s'entend très bien avec son cousin et sa cousine. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes pour Noémia. Et parallèlement à ça, on suit aussi Tristan qui lui, comme je vous le disais, a 21 ans et est SDF. Donc n'a au contraire, lui, aucun confort de vie, n'a rien à quoi se raccrocher. Et vit un petit peu au jour le jour. Et tout va commencer quand Noémia et Tristan vont se rencontrer sur un trottoir. Évidemment, Tristan est en train de faire la manche. Noémia va le voir et ça va déclencher quelque chose chez Noémia. Elle va se rendre compte que elle aimerait bien lui venir en aide, mais elle se sent ridicule, par exemple, parce que la première idée qui lui vient, c'est que la crêpe qu'elle a à la main, elle aimerait bien lui proposer, mais elle se met à se poser plein de questions. Mais et si finalement il aime pas les crêpes? Et si finalement c'est pas de nourriture qu'il a besoin? Et si ceci, et si cela? Finalement, elle ne fait rien. Ça va la faire cogiter, de se dire, j'aurais mieux fait de lui donner ma crêpe plutôt que de ne rien faire. Je ne lui suis pas venue en aide. Bref, elle va cogiter sur ça. Elle va tout faire pour essayer de revoir Tristan. Et ils vont commencer un petit peu à parler, à apprendre à se connaître, à voir qui est l'autre, comment il est, qui il est en fait, d'où il vient, pourquoi il en est là. Surtout Tristan comment ça se fait qu'à 21 ans, donc il est encore très jeune, qu'à 21 ans il soit déjà dans la rue, qu'il nous fasse comprendre qu'il n'a pas forcément de famille à laquelle se raccrocher. Et au fur et à mesure qu'on va creuser un petit peu l'histoire de Tristan, on va aussi creuser l'histoire de Noémia qui, on comprend, a eu un traumatisme aussi dans sa jeunesse, donc qui l'a forgé et qui lui a créé des craintes, surtout des angoisses sociales où elle est finalement très peu à l'aise avec les inconnus, très peu à l'aise socialement parlant. Et ça va être la rencontre du coup de ces deux écorchés de la vie qui vont apprendre à s'apprivoiser et à s'apprécier. Et ça a été absolument fabuleux. Et il y a un moment surtout qui m'a marqué et qui j'ai trouvé très fort dans le livre, c'est que par exemple Noémia, comme je vous disais, elle vivait dans un certain confort quand même, et elle va dire à Tristan, mais viens à la maison, on va passer une soirée ensemble. Et Tristan lui s'en veut en fait, il se sent honteux d'accepter et d'y aller et d'arriver dans un appartement qui soit propre, qui soit rangé, qui soit somme toute lambda, mais parce que lui il arrive, il pue, il ne sait pas laver depuis on ne sait plus quand, il a des fringues qui sont absolument des torchons et en fait il a honte. Et on est de son point de vue, puisqu'on alterne vraiment les points de vue de l'un et l'autre, et on est de son point de vue quand on lit ça, et j'ai trouvé ça très dur puisque finalement il a tellement honte de qui il est, de l'image qu'il renvoie, enfin pas forcément de l'image qu'il renvoie, mais de qui il est, de ce qu'il est devenu, qui finalement ne le représente pas. C'est pas parce que, oui, il pue sûrement, oui, il a des fringues qui sont dégueulasses et qui sont tout défoncées, mais c'est pas parce que tu pues et que tes fringues sont nulles que tu es quelqu'un de nul, ça ne te représente pas, ça ne fait pas de toi qui tu es. Et genre j'ai trouvé ça très dur puisque finalement il s'arrête à ça, et alors que il était Tristan, il est tellement plus que ça, c'est un personnage vraiment très intéressant, les deux sont super intéressants, ça a été un absolu coup de cœur, il est tout petit, et votre cœur n'en sortira pas indemne, je vous le dis, mais franchement, je vous le conseille, et j'ai déjà très hâte de lire l'autre ouvrage de l'autrice qui s'appelle Nos cœurs aidants, que j'ai très envie de découvrir en tout cas. La rue qui nous sépare, je vous le conseille, fois 10 000. Il ne nous en reste déjà plus que 2, mais ça passe si vite, et un que j'ai envie de vous présenter, celui-ci, je l'ai lu encore il y a moins longtemps. Il s'agit d'un livre qui faisait partie des lectures communes Discord que j'organise. Donc c'est une lecture commune d'un mois. Il s'agit de Absolu, le tome 1 écrit par Margot Dessen et publié chez Big Bang. Et oui,
Et oui, j'ai adoré. Ça fait partie de mes meilleures lectures de l'année 2023. Absolu, le tome 1. C'était absolument génial. On est ici dans une dystopie qui est pour moi un très bon mélange entre Hunger Games ou le labyrinthe. Vraiment, avec cette Pologne un petit peu futuriste où on nous fait comprendre que Varsovie n'existe plus, enfin que le monde n'existe plus tel qu'on le connaît et que les grandes capitales, les grandes villes ont été absolument encerclées en fait de murs gigantissimes et que à Varsovie vit une chose. C'est vraiment comme ça qu'on la nomme, la chose. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Ce n'est pas humain, ce n'est pas animal, ce n'est pas robot. C'est un peu un gros mélange de plein de choses. Et tous les ans, 100 jeunes sont mobilisés, d'où le sous-titre du premier tome, sont mobilisés pour rentrer dans Varsovie et essayer de tuer cette chose. Donc là, ça vous fait quand même pas mal penser à Hunger Games avec justement ces tribus que l'on désigne tous les ans. Et bien là, c'est démobilisé et on va suivre plusieurs points de vue dans ce roman. On va d'abord suivre Johanna et Prime qui sont tous les deux amis de longue date et qui se voyaient évoluer dans bien d'autres choses. Johanna, elle, voulait devenir médecin. Prime, lui, voulait devenir, je crois, instructeur au niveau pour apprendre à se battre. Mais ils vont se retrouver mobilisés tous les deux cette année et donc voient leur vie complètement anéantie puisqu'ils n'ont pas d'autre choix que d'être amenés comme ça dans Varsovie pour essayer de tuer cette fameuse chose. Sauf que lorsque l'on arrive avec eux dans Varsovie, on se rend compte que l'ennemi principal, finalement, ce n'est pas la chose, loin de là, et que les mobilisés qui sont là depuis des années, puisqu'il en reste, eh bien, ont établi une toute autre forme de vie, une toute autre organisation de vie, et que finalement, le danger est peut-être plus humain que chose. Bref, je vous le pitch très très mal, mais on l'a beaucoup vu parler, donc ça ne sert pas grand chose que je vous en parle plus. En tout cas, moi je l'ai absolument adoré. C'était haletant. Je l'avais découpé du coup pour la lecture commune. Donc au début, j'arrivais à me tenir, à respecter mes parties. Tatati tatata, arrive à la fin, je l'ai bouffé. Je vous en ai parlé de toute façon, je crois même dans des vlogs. Je n'arrivais plus à me retenir d'avancer et j'ai terminé d'une traite les 150 dernières pages. Ça a été absolument génialissime. J'ai adoré. J'ai déjà très hâte de lire le tome 2. Mais en même temps, je ne l'ai pas encore dans ma possession pour une simple et bonne raison. C'est que je me dis que une fois que j'aurai fini le tome 2, je serai en attente du tome 3. Et le tome 3, pour l'instant, il n'est pas prévu pour tout de suite. Donc là, le tome 2, je crois que c'est... Le tome 1, je crois que c'est en octobre ou novembre qu'on l'a lu. Donc finalement, ça va. Je crois que c'est en octobre, puisque le tome 2 sortait début novembre, comme ça on était frais et dispo. Donc en fait, c'était la première lecture commune qu'on faisait sur le Discord. Mais comme ça, on était frais et dispo, donc pour ceux qui pouvaient enchaîner. Mais là, le tome 3, il est dans bien trop longtemps, donc au pire, quand le tome 3 sortira, je m'achèterai le tome 2 et le tome 3, et je relirai le tome 1, comme ça. Bim, bim, bim. Je ferai une pierre 3 coups. Ouais, on va faire comme ça. En tout cas, je vous le conseille fortement. Pour ceux qui hésitent encore, qui ne savent pas si est-ce que le fait qu'on en parle autant, ça vaille vraiment le coup. Sachez que je faisais partie un petit peu des sceptiques en me disant, bon, je l'ai acheté parce que la hype, mais finalement, est-ce qu'il est si bon que ça? Ouais, il était vraiment très 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 bien. J'ai vraiment adoré et c'est une de mes meilleures lectures 2023. Et enfin, le dernier livre vraiment qui a marqué mon année 2023, que j'ai absolument adoré et dont j'ai envie de vous parler, je l'ai terminé, c'est le premier livre que j'ai terminé au mois de décembre, donc vraiment il est tout frais. Il s'agit de Persona, le tome 1, écrit par Yelena et publié chez Hachette Roman. Ça a été absolument fantastique. Vraiment, sachez que c'est un livre qui, en plus, je crois que je vous l'ai présenté plusieurs mois de suite dans mes pales du mois en me disant oui, je compte bien le lire ce mois-ci, peut-être que oui, patati patata. Et finalement, bien c'est au mois de décembre, enfin, fin novembre, début décembre, je crois que il a fait un peu la passerelle entre les 2 mois et il me faisait très peur. En fait, j'avais peur que ça soit dense, que l'univers soit complexe, que j'ai du mal à comprendre. Je ne connaissais pas du tout la plume de Yelena non plus, donc je ne savais pas du tout comment j'allais aimer ou non. Et finalement, mais ça s'est lu tout seul. C'est pourtant des bonnes pages, hein, honnêtement. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, là il y a beaucoup de dialogues, mais ça peut faire des bonnes pages et finalement, mais ça s'est dévoré tout seul. Donc ici, on est dans le monde de Lux, où on a des enfants en fait qui ont été touchés par la lumière et qui disposent un petit peu de dons, de pouvoirs, qui ont chacun des facultés. Enfin, il y a des catégories en fait, et une catégorie a une faculté. Et on va suivre principalement Andrea qui a la faculté de Persona, d'où le titre, et c'est-à-dire qu'il peut changer d'apparence comme il le souhaite, à condition qu'il sache un minimum de choses sur la personne, et il fabrique en fait une sorte de masque de cette personne, et il peut intervertir les masques, et quand il porte ce masque, son corps se modifie un petit peu pour ressembler à la personne, et il arrive à capter un petit peu la façon de penser, la façon de ressentir les choses de cette personne. Et il a une facilité aussi d'adaptation et de mimétisme qui est assez impressionnante pour pouvoir justement se grimer dans les personnes qu'on lui demande. Et donc, Andrea et tous ses enfants, ayant un don, ayant été touchés par la lumière, ne sont pas acceptés dans le royaume de Lux, c'est-à-dire qu'ils sont complètement
une fois qu'on découvre qu'un enfant dispose d'un don, il est parqué dans des sortes d'orphelinats en fait, où les enfants sont à disposition des gens qui sont prêts à payer pour utiliser leurs dons. Donc par exemple, un noble a besoin de quelqu'un qui puisse, je ne sais pas, faire fleurir très rapidement son jardin. Il va aller dans un orphelinat, il va demander un enfant qui a ce don-là, il va payer et on va lui donner, on va lui faire payer la prestation, en fait, on va lui louer l'enfant qui va venir, qui va faire fleurir tous ses rosiers par exemple, et voilà. Donc ces enfants sont complètement à la disposition des gens qui ont l'argent pour pouvoir les payer, et une fois majeurs, donc ils quittent l'orphelinat et on leur est demandé de faire un choix, soit de se marier et du coup de ne plus, de dire adieu à leur pouvoir, de ne plus avoir de dons, ou alors de rentrer au service de la lumière, c'est-à-dire un petit peu de rentrer dans le service religieux qu'est la lumière, puisque la lumière c'est une sorte de divinité ici. Donc rentrer un petit peu dans les ordres. Donc finalement, quand on a un don, on n'a pas une vie super facile, on a une enfance où vraiment on est exploité, on est dans des orphelinats, on est enlevé à nos parents, on est emmené dans ces orphelinats-là où on nous exploite, et par la suite, on ne choisit même pas quelle sera notre descente, on ne peut même pas garder le don qu'on veut. Donc c'est quand même assez compliqué. On va suivre dans cette histoire du coup 3 enfants, dont Andrea, qui vont se faire louer, on va dire, par une noble qui a un objectif très précis, c'est d'empêcher le mariage royal qui est à venir. Donc elle va demander aux enfants, justement, elle a toute une idée sur comment faire la chose et elle va demander aux enfants de bien suivre toutes les règles qu'elle va leur donner pour pouvoir arriver à ses fins. Je ne vais pas vous en dire plus pour que vous compreniez pourquoi, je vous en ai déjà dit bien assez. Je ne vous ai presque rien spoilé, ne vous rassurez-vous, tout ce que je vous ai dit, on le sait très rapidement et c'est un petit peu aussi pour vous donner l'eau à la bouche puisque ça a été vraiment génialissime. L'histoire déjà, je l'ai trouvée très bien construite, la plume est fabuleuse, il y a des références que j'ai beaucoup aimées, il y a surtout une référence à un moment à Astérix Obélix Mission Cléopâtre, Pépite, Pépite qui est un des meilleurs films pour moi français, donc évidemment... Pépite de retrouver une allusion à ça. La plume est fantastique et le royaume est bien construit, la royauté est bien construite, mais surtout la vraie force de ce roman, c'est ces personnages, avec des personnages qui sont vraiment très divers, très variés, qui vont représenter mais tellement de choses. On va avoir Andrea du coup, finalement une personne presque non binaire puisque il peut aussi bien prendre l'apparence d'un homme que prendre l'apparence d'une femme, et lui-même quand il est sous ses propres traits d'Andrea, peut s'habiller totalement en femme, peut s'habiller totalement en homme, on peut le genrer en elle, il s'en fiche un peu. Enfin, vraiment, Andrea, je pense c'est non-binaire, j'ai peur de dire des bêtises, non-binaire, ou en tout cas gender fluide, je pense. On va aussi avoir un personnage noir, et justement un personnage noir qui va parler, un adulte noir qui va parler à un enfant noir et qui va lui faire comprendre que la vie est dure en étant noir et qu'il faut se battre d'autant plus pour montrer qu'on n'est pas, qu'ils ne sont pas moins bons que les autres et qu'ils valent beaucoup, et donc ça sera dur, mais il faut se battre et il faut montrer que c'est pas parce qu'on est noir qu'on est moins bon que les blancs. Donc on a de la représentation noire avec un beau message justement. C'est triste de se dire que dans cet univers là aussi les personnes noires partent avec un désavantage dans la vie, malheureusement c'est un petit peu trop réaliste, mais un beau message de c'est pas parce que tu es noir que tu vaux moins bien, bien au contraire, prouve-leur que tu vaux mieux qu'eux. Et c'est un beau message parce que c'est un enfant qui cherche à se construire et qui a besoin d'entendre ça à ce moment là, donc c'est très chouette. On a aussi, et ça m'a marqué, et puisque je crois que c'est la première fois que je vois ça dans un roman, on a aussi un personnage dyslexique. C'est tout bête puisque on en a tous croisé à un moment ou un autre dans notre vie une personne dyslexique, on va tous en croiser un autre moment. Finalement la dyslexie c'est quelque chose qui est, je dirais pas que c'est la chose la plus répandue, mais ce n'est pas non plus rare de voir des gens dyslexiques, et finalement c'est la première fois que je croisais un personnage dyslexique, et là c'est le cas, et juste on nous le cite, et voilà, voilà, ça fait partie de lui, il est dyslexique et ok. Bref, il y a vraiment, et ça je ne vous cite que quelques exemples, mais il y a tellement de choses, vraiment ce roman est une grosse pépite. J'ai le tome 2 dans ma palle du mois de janvier à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, il n'est pas du tout commencé, mais il ne tardera pas bien longtemps puisque vraiment Persona tome 1 a été une absolue pépite, j'ai adoré et j'ai déjà très hâte de connaître la suite. J'avoue, j'ai un peu triché, puisque je vous ai déjà présenté mon top 5, mais il y en a 2 autres que je vais vous présenter très rapidement. C'est un petit peu les mentions honorables de cette vidéo. Et le premier, évidemment, je vous en ai bien parlé, il s'agit de Fae, de Marine Kelada, que j'ai absolument adoré, que j'ai fini en pleurs en live Twitch. Vraiment, j'ai absolument adoré, c'était génialissime. On suit ici Jessie, qui sait qu'elle ne vivra pas encore longtemps. Pourtant, elle est jeune, elle vient de sortir de l'orphelinat, elle sait qu'elle est jeune, mais
elle n'est pas en très bonne santé, elle n'est pas en très bonne condition physique. Et depuis toujours, elle fait un même rêve. Toujours le même rêve. Et elle a décidé, en sortant de l'orphelinat, qu'elle se rendrait à l'endroit où ce rêve se dessine pour essayer de comprendre justement ce fameux rêve, savoir ce qu'il en est, quitte à mourir bientôt de toute façon, qui ne tente rien à rien, pour essayer de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Et en arrivant sur place, Jessie va faire la rencontre d'un jeune homme assez mystérieux qui a l'air de vivre un petit peu tout seul dans la forêt. Enfin bref, c'est très bizarre. Et ils vont rapidement se rendre compte tous les deux que lorsqu'ils dorment l'un à côté de l'autre, ils vont faire le même rêve, vraiment le même rêve. Ils vont vraiment, comme s'ils ils allaient voir quelque chose en même temps, comme s'ils avaient regardé un film tous les deux, ils vont voir la même chose. Et lorsqu'ils se réveillent, ils vont se rendre compte qu'ils ont vécu la même chose durant la nuit. Et finalement, Jessie et cet inconnu vont réussir à creuser un petit peu plus et voir qu'ils se connaissent depuis bien plus longtemps qu'ils ne le pensaient. Je vous le pitch très mal, mais ça a été absolument fabuleux. Ici, étonnamment, nous sommes surtout sur une histoire d'amour. Alors je sais que c'est pas quelque chose que je vous présente beaucoup, puisque les romans c'est moi, c'est pas ce que je préfère, j'aime bien ça de temps à autre, mais c'est clairement pas ce que je préfère. Mais là, c'est vraiment l'histoire d'amour qui va porter entièrement le récit, qui va amener l'histoire. Et mon Dieu, quelle histoire, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que j'ai pleuré, j'ai adoré ce roman. Je remercie beaucoup l'autrice de me l'avoir fait parvenir, puisque ça a été vraiment une énorme pépite pour moi, ça a été génialissime. Il n'est pas dans mon top 5, mais il gratouille un petit peu pour y être. Il a été vraiment fabuleux. Et si je n'ai qu'une chose à vous dire à la fin de ceci, c'est lisez Faye. La dernière mention honorable, pareil, que j'ai beaucoup aimé, mais qui ne fait pas non plus partie de mon top 5 2023. Il s'agit de La librairie des rêves ensevelis, écrit par Madeleine Martin et publié chez Charleston, que j'ai absolument aimé. De nouveau, un ouvrage qui traite de la Seconde Guerre mondiale. Ici, nous suivons, comment elle s'appelle, Grace, qui arrive tout justement à Londres pour espérer se mettre à vivre là-bas. Elle vient un petit peu de la campagne avec sa meilleure amie. Elles arrivent toutes les deux pour vivre à Londres, trouver un petit métier et s'installer, vraiment faire leur vie ici. Et Grace se retrouve un petit peu malgré elle à devoir travailler dans une librairie. Elle n'a pas forcément d'appétence pour la littérature, elle s'en fiche un petit peu, elle n'a jamais été touchée par les livres, sauf qu'elle va faire la rencontre d'un client qui va lui dire « Non, mais je vous conseille quand même celui-ci qui est pas mal ». Et Grace, elle est curieuse, elle aime peut-être pas la littérature, mais elle est curieuse et elle va se mettre à lire les livres qu'effectivement ce client va lui demander. Et elle va prendre goût à la littérature. Elle va aussi prendre goût à côtoyer ce libraire pour lequel elle travaille, qui est un peu grochon, qui ne l'aide pas beaucoup, mais elle a envie de bien faire, elle a envie de montrer qu'elle est pleine de bonne volonté, et elle a surtout besoin qu'il lui fasse une lettre de motivation pour espérer être vendeuse dans un magasin dans lequel elle espère travailler. Donc elle fait tout pour se faire bien voir, et parallèlement à ça, comme je vous disais, elle va prendre plaisir finalement à découvrir la littérature, à découvrir Jane Austen. Je vous dis ça comme ça, mais elle va citer Jane Austen. Et tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que la guerre éclate et que Londres soit bombardée en fait. Donc Londres subit, je ne vous l'apprends pas, Londres subit des raids aériens de la part des Allemands. Et Grace en fait va se mettre à faire la lecture dans les abris anti-aériens de Londres quand il est nécessaire pour eux de se cacher. Donc elle va se mettre à faire la lecture pour aider à passer le temps, aider les gens à s'évader, à oublier un petit peu leur quotidien qui est en période de guerre. Et on va découvrir vraiment à quel point Grace se met à aimer la littérature, se met à aimer le partage qu'elle va y trouver en faisant ses sessions lecture. Et ça va être tellement beau, c'est une vraie ode à la littérature. En même temps, dans ce contexte de conflit qui est vraiment très lourd, très pesant, on va avoir cette petite bulle de fraîcheur avec Grace et la littérature. C'est vraiment très très beau, il se lit très très vite, mais ça a été génialissime, je l'ai beaucoup aimé et je vous le conseille aussi fortement. Là, c'était la partie sympa de la vidéo où je vous parlais de livres que j'ai vraiment adorés, que j'ai trouvé géniaux. Maintenant, on va passer à ceux que j'ai pas aimés. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les 5 que je vais vous citer, je n'en ai plus un seul. Je les ai tous soit vendus, soit donnés, soit je m'en suis débarrassée, soit je ne les ai jamais eus. En tout cas, pas en physique. Pareil, il n'y a pas d'ordre pour ce flop 5, vraiment pas d'ordre. Je les ai juste pas aimés. Voilà, il n'y en a pas un qui soit moins bon que l'autre, pas un qui soit meilleur que les autres. Ils sont tous relativement pas bons pour moi. Je les ai pas aimés. Le premier est sans grande surprise. En plus, je vous en parlais dans le top flop 5 de l'année dernière en disant oui, je vais le lire en 2023 même si j'ai peu d'espoir d'aimer. Bah écoutez, il se retrouve dans le flop 5. Évidemment, Crescent City, tome 2 de Sarah J. Maas, publié chez De Saxus. Bah non. J'avais détesté le tome 1, j'ai lu le tome 2, enfin j'ai pas lu entièrement le tome 2, je me suis arrêtée à un peu plus de la moitié.
à l'occasion d'un vlog. D'ailleurs, vous avez le vlog qui est dispo. Je vous mets le lien par là, où j'avais pour objectif de le lire et de n'en dire que du bien. Eh bien, écoutez, je ne suis pas arrivée au bout de cette lecture, mais ceci dit, elle a été moins pire que ce que je pensais et moins pire que le tome 1. Mais c'était toujours pas très très bon pour moi, pour à peu près les mêmes raisons que le tome 1. Donc je vais pas m'appesantir dessus, mais l'histoire que je trouve un peu trop complexe, même si moins complexe que dans le tome 1, puisque on a maintenant les bases de l'univers. Mais l'histoire qui est dense, trop dense pour moi, je pense. Des personnages, trop de fesses, tout le temps, des fesses. Genre, faut arrêter. Je peux comprendre que tu sois attiré physiquement, sexuellement par une personne, mais tu penses à autre chose des fois. Enfin, je veux dire, tu penses pas à ça H24 pour tous les personnages. Ça fait beaucoup là, monsieur. Mais ça, la vulgarité des personnages. Ouais, non, de la violence gratos. Bref, plein de choses qui m'ont pas plu. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire de plus de Crescent City tome 2. J'ai pas aimé. C'était dans la même mouvance pour moi que le tome 1, donc c'était à prévoir. J'ai voulu y croire quand même à un moment, et puis non. J'ai arrêté d'y croire, c'était bon pour moi. Le second livre que je vais vous présenter aujourd'hui, que je n'ai pas aimé dans 2023, c'était pourtant un tout petit livre, je l'ai lu entièrement, mais ça l'a pas fait. Il s'agit, et je suis très déçue de ne pas l'avoir aimé, il s'agit de L'Appel de Cthulhu, écrit par Lovecraft. Qui est vraiment tout petit, c'est limite un essai, on doit être sur du 100 pages, même pas, donc ça se lit très très vite, même si c'est quand même relativement dense, on est sur des bonnes pages. Je l'ai plus pareil en ma possession, je m'en suis débarrassée, et en fait, déjà, j'avais très hâte de lire L'Appel de Cthulhu et de comprendre qui était Cthulhu, cette créature. Pendant les 3/4, comme je vous dis, ça doit faire, allez, vraiment ça doit faire 70 pages. Pendant les 3/4, on vous parle de comment on en est arrivé aux croyances de Cthulhu, comment le narrateur, parce que c'est un narrateur, a trouvé l'existence de Cthulhu, patati, patata, patacoufin. Mais on vous parle pas vraiment de Cthulhu. On vous parle de Cthulhu sur les 10-15 dernières pages peut-être, donc j'étais là. C'est peut-être pas beaucoup quand même. Et surtout, et on le comprend, l'auteur était fortement raciste. Et bon, je peux comprendre que une époque, c'était malheureusement monnaie courante pour les auteurs d'être racistes, puisque ça faisait partie de la société à l'époque. C'est triste et déplorable, mais c'est le cas. Mais il y a une différence entre l'être et le revendiquer dans ses écrits. Et là, l'auteur le revendique et le fait clairement comprendre dans son écrit. Donc en 70 pages, il arrive à te faire comprendre plus. Je trouve qu'il arrive plus souvent à te faire comprendre qu'il est raciste que à te faire comprendre ce qu'est la créature de Cthulhu. C'est non pour moi en fait. Vraiment, j'ai pas passé un bon moment de lecture. C'était pas intéressant. J'ai été très déçue. Et en fait, je suis toujours curieuse parce que j'ai l'impression de ne pas savoir à la fin ce qu'est Cthulhu. Vraiment, j'ai envie d'en apprendre plus, mais ça ne sera pas via la plume de Lovecraft, puisque je refuse de donner la parole et en tout cas moi de lire des romans écrits par cette personne raciste. Voilà, c'est dit. Donc c'est tout pour moi sur L'Appel de Cthulhu, j'ai pas grand chose de plus à en dire, c'était bien trop court pour pouvoir en dire grand chose de plus. Le troisième ouvrage que je n'ai pas aimé cette année 2023, il s'agit des Belles Endormies de Kawabata, que j'ai lu à peu près au même moment que L'Appel de Cthulhu, hein. Il me semble que c'était en février les deux, puisqu'en février j'avais mis beaucoup de tout petits livres, et pareil, les Belles Endormies c'est tout petit, on doit être sur du 150 pages à peu près, quelque chose comme ça je dirais. Je ne l'ai plus non plus en ma possession, et celui-ci j'ai même refusé de le revendre, je ne voulais pas me faire de l'argent dessus et je n'encourage personne à payer pour ce livre. Je l'ai donc mis en boîte à livres en me disant, voilà, ça intéressera qui voudra, mais moi je veux pas faire de l'argent dessus, puisque ici, alors attendez, faut que je me souvienne un petit peu de l'histoire. Je ne sais plus les noms des personnages, là déjà c'est trop m'en demander, c'était il y a un an, c'est trop m'en demander. Mais on va suivre en fait dans une ville du Japon, une sorte de maison close, mais pas vraiment maison close comme on aurait l'habitude de connaître, dans laquelle en fait finalement on va droguer des jeunes filles qu'on va endormir et avec qui principalement des personnes âgées, des hommes âgés vont payer pour passer la nuit avec elles. Il se passe dans les chambres on ne sait trop quoi, puisque ces jeunes filles sont endormies et finalement sont complètement à la merci des hommes qui vont payer pour passer la nuit avec elles. Et on va surtout suivre cette histoire du point de vue d'un personnage qui a une 60aine d'années, qui va payer pour se rendre dans cette maison un jour et va nous décrire les nuits qu'il va passer avec ces jeunes femmes. Il ne va jamais coucher avec elles. À la base, il veut juste dormir à côté d'une jeune femme, avoir une présence d'une jeune femme
Déjà, je trouve ça malsain de base, mais d'autant plus quand il à chaque fois qu'il va y aller, ça sera une jeune femme différente. Il va les scruter, il va les caresser à certains endroits, sachant que, je vous rappelle, c'est des jeunes femmes, c'est-à-dire qu'il y en a certaines qui ne sont pas majeures. Enfin, même si elles étaient majeures, le problème resterait le même, mais d'autant plus, il va vraiment nous les décrire. Et au-delà déjà de tout le côté malsain au niveau sexuel, on a aussi, et encore, enfin ça m'a aussi déplu, à un moment, va y avoir une jeune fille qu'on comprend qui est un petit peu plus enrobée que les autres, et qui va suer dans la nuit, elle va transpirer pendant son sommeil, et il va nous la décrire limite comme un porc qui est en train de transpirer parce qu'elle est grosse, et bref, donc c'était plein de choses comme ça, tout ce côté des jeunes femmes comme... Enfin, l'auteur essaye presque de nous faire passer ce personnage, ce vieillard, comme quelqu'un de sympathique, presque touchant, en mode « Non, mais vous savez, il a plus de rapport avec les jeunes femmes, ça lui manque, il en a besoin. » Non. Non, 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 à aucun moment, c'est une option de payer pour passer la nuit avec des jeunes femmes, des jeunes filles. Non, ça m'a dégoûtée au plus haut point, je ne sais même pas pourquoi j'ai terminé ce bouquin, il m'a dégoûtée, je ne vous le conseille absolument pas, c'était horrible et je suis très déçue d'avoir lu cet ouvrage et d'avoir que mon avis ait changé sur Kawabata, que j'ai beaucoup aimé dans Pays de Neige. Je crois m'être débarrassée du coup de Pays de Neige parce que je n'ai pas envie d'avoir cet auteur dans ma bibliothèque. J'ai absolument détesté Les Belles Endormies, c'était dérangeant, c'était malsain, c'était dégueulasse. Je ne vous le conseille pas du tout. Le quatrième livre que je n'ai pas aimé en 2023, il s'agit d'un abandon. Les deux derniers que je vais vous présenter, ce sont des abandons. Le premier abandon dont je voudrais vous parler, qui a été une déception pour moi en 2023, il s'agit de Paradicte, écrit par Pauline Pucciano et publié chez Gallimard Jeunesse. J'en avais entendu parler, il me semble que c'était surtout Madame Point Virgule qui en avait parlé et qui disait qu'elle n'avait pas aimé du tout. Et moi j'avais envie de me faire mon avis quand même, puisqu'il me tentait bien. Et ce que j'avais surtout retenu, c'est que c'était un livre de SF, qui avait été édité chez Gallimard Jeunesse, mais finalement qui avait pas grand chose à foutre là, puisque c'était pas vraiment jeunesse. Après en avoir quasi lu l'intégralité, je crois que je l'ai abandonné, il me restait quelque chose comme 100 pages, mais vraiment je pouvais plus. Après avoir quasi lu l'intégralité du livre, je peux vous le dire, effectivement, il n'a rien à faire en jeunesse, ce n'est pas de la jeunesse. C'est un livre où on va déjà, tout d'abord, on va suivre 3 points de vue, en fait. 3 points de vue de deux frères et une sœur dans un monde futuriste. On est en 2100 quelque chose, je ne sais plus, 2000... On est dans le futur, je ne sais plus en quelle année, 2050, bref, je ne sais plus. On est dans le futur et on a réussi à avoir une sorte de monde alternatif, le Paradicte, un petit peu à la Ready Player One, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Ready Player One, un petit peu dans la même sauce. On a un monde parallèle où dans lequel vous pouvez vous évader, vous avez une vie alternative avec une sorte d'avatar. Et on va suivre du coup, comme je vous disais, 3 personnages, donc 2 frères et une sœur. La sœur, elle, cherche à s'illustrer politiquement parlant dans ce monde où il n'y a plus d'ailleurs de gouvernement, il n'y a plus de pays avec chacun un gouvernement, il y a un gouvernement international vraiment qui régit le monde. Et donc c'est une figure quand même déjà un peu importante de la politique et elle cherche à monter en échelon et avoir vraiment une position très très importante dans cette politique-là, dans ce gouvernement-là. On va avoir un autre frère qui, lui, fait partie un petit peu des forces spéciales, un petit peu des espions, c'est un peu un James Bond-like, et qui va se retrouver en mission à devoir intégrer un petit peu sous couverture une organisation justement un peu rebelle de ce gouvernement pour savoir ce qu'il en est. Et le troisième frère, lui, est l'équivalent d'un inspecteur de police, donc c'est un petit peu le raté de la famille, comme le pense leur père. C'est un petit peu le raté puisqu'il est seulement inspecteur de police, c'est pas grand chose, sauf que dès le début il va se retrouver à devoir résoudre une affaire de meurtre, enfin en tout cas d'une mort, d'un personnage vraiment d'une caste très très basse, puisque l'organisation un petit peu est sous forme de caste dans cet univers là. Et quelqu'un de la caste très basse, un petit peu nomade, est décédé, sauf qu'il semblerait que sa mort ne soit pas juste un suicide, et qu'il y ait quelque chose quand même de très très profond là-dedans. Et donc on va suivre les 3 personnages, même si on va surtout suivre le personnage de la sœur, ça va être elle qui va être mise le plus en avant. C'est dommage parce que c'est celle qui m'intéressait le moins. Mais donc on va suivre ces 3 personnages dans leurs affaires, un petit peu chacun, leur interaction les uns avec les autres. Et ce livre va surtout mettre énormément en avant le transhumanisme et vraiment l'importance que peut avoir l'intelligence artificielle sur l'humain, à quel degré l'intelligence artificielle peut prendre le pas sur l'humain, à quel degré l'humain peut être modifié
par la technologie. Bref, ça va être tout ça qui va être mis en avant, donc vraiment, et de façon assez dense, dans un débat assez prononcé, même si c'est souvent les mêmes arguments qui sont amenés encore et encore. C'est très lourd. C'est quelque chose qui m'a vraiment gonflé, c'est que c'est toujours la même chose, et c'est des pages et des pages et des pages de débat sur justement la technologie, le transhumanisme, et tatati et tatata. J'avais une tête comme ça. C'est pas un sujet qui me tente plus que ça de base. La 4e de couverture ne vous le laisse pas du tout comprendre, et je trouve ça dommage parce que si j'avais su, je n'y serais pas allée. Et je vous confirme donc que ce n'est pas fait pour la jeunesse. Vraiment, déjà, moi, adulte, il y avait des grands moments, j'étais en mode, j'ai rien compris à ce qu'on m'a raconté. Vraiment, j'ai rien compris. Donc j'imagine jeunesse où j'aurais été là en mode, quoi? À peu près ça. Donc, Paradicte. Mais je sais que j'ai mon collègue Nico qui l'a lu et qui, lui, pour le coup, l'a bien aimé. Donc, comme quoi, écoutez, il en faut pour tous les goûts. Mais ça n'a pas été au mien du tout. Le dernier ouvrage qui a été lui aussi, comme je vous le disais, un abandon que je n'ai pas aimé en 2023. Je vous en ai parlé aussi au fur et à mesure, que ça soit sur YouTube ou sur Twitch ou même sur Insta. Ah, peut-être moins sur Instagram, ceci dit. Mais j'ai abandonné le premier tome de La Croisée des Mondes, écrit par Philippe Pullman, que j'avais en édition Folio. Je l'ai abandonné. Le livre est découpé en parties. J'ai dû à peine finir la première partie parce que je sentais que c'était beaucoup trop compliqué. Enfin, compliqué pour moi. C'était une lecture pour laquelle je ne prenais pas plaisir. Et j'avais pas envie de me forcer à lire ce livre, sachant que c'est une saga. Donc si déjà le premier tome était compliqué pour moi, est-ce que j'ai vraiment envie de m'infliger ça et de voir la suite? Non, je n'ai pas cette curiosité-là. Ça serait très dur pour moi de vous le résumer, puisque vraiment c'était un univers très complexe que je n'ai pense pas avoir entièrement compris, pour être honnête avec vous. Je ne sais plus pareil le nom des personnages, mais on va suivre une jeune fille, notre héroïne, qui est adolescente je crois, qui vit dans une sorte d'orphelinat où elle est la seule fille avec des érudits autour d'elle, et elle va dès le début être témoin d'une scène qu'elle n'aurait jamais dû voir et qu'elle n'aurait jamais dû entendre, où on va nous parler d'un monde où il y aurait de la poussière, qui aurait des facultés qui vous feraient voir une sorte d'autre monde. Je vous dis, c'est vraiment très très flou pour moi même, hein, toute cette histoire. Et parallèlement, enfin, suite à ça, elle va garder ça en mémoire, et elle va aussi entendre parler qu'il y a des cas d'enlèvement, en fait, auprès des enfants de la ville dans laquelle elle vit. Et apparemment, ces enfants seraient utilisés pour quelque chose. J'ai vraiment pas grand chose de plus à vous en dire, je ne m'en souviens plus trop. Tout ce dont je me souviens, c'est que, comme je vous le disais déjà, l'univers pour moi était très brouillon, très fouillis, très compliqué, mais surtout que pour moi c'est pas accessible à tous, c'est estampillé jeunesse. Je trouve très dur pour de la jeunesse, dans le sens où la plume de l'auteur est quand même très lourde, très dense, et que l'auteur utilise énormément de termes qui sont propres à l'univers, mais qu'il ne va jamais vous expliquer. Voilà, c'est-à-dire qu'il va vous sortir des mots extrêmement longs qui sont propres à son univers, donc des mots que vous ne pouvez même pas vous raccrocher à des mots connus en français puisque ça n'en fait pas partie, et il ne va pas vous les expliquer, c'est à vous de vous débrouiller pour les comprendre. Ouais, et je crois que j'ai décidé d'abandonner ce livre au moment où j'ai lu une page. L'auteur, justement, utilise un de ces fameux mots qui sont propres à l'univers que personne ne connaît. Et là, l'explique. Donc, au début, je m'étais dit, oh, trop bien, enfin, il explique un terme. C'est super, c'est chouette, je suis contente. Au moins, celui-ci, je saurais ce que c'est. Et il l'explique. Et l'explication doit prendre quasi une page. Et à la fin de la page, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien compris à l'explication. Vraiment, il nous a expliqué ce terme. Et c'était quelque chose qui avait rapport, je crois, avec de la physique, des machins comme ça. J'étais là, oh, mais j'étais nulle en physique, moi, à l'école. Il y a une bonne raison pour ça, c'est que ça ne m'intéresse pas. Et donc, je suis arrivée à la fin de l'explication de ce mot, de ce terme, et j'étais là. Mais en fait, je me demande si je suis pas plus paumée maintenant qu'il est censé me l'avoir expliqué qu'avant qu'il ne l'ait expliqué. Donc voilà, je crois que ça, pour moi, cette page-là, ça a signé mon abandon du bouquin en me disant, bon, allez, Marie, tu te fais du mal. Je crois que je suis même pas arrivée à la page 200. J'étais là, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je prends pas de plaisir. J'arrête là, j'arrête les frais. J'ai bien d'autres choses à lire. Donc voilà, ça en est tout pour ce constat, ce top 5, flop 5 de l'année 2023. Finalement, j'ai eu quand même beaucoup plus de bonnes lectures, de très bonnes lectures que d'abandon. Déjà, j'ai abandonné que quelques livres dans l'année. C'est quelque chose que je ne faisais pas autant avant. Et là, je crois que j'en ai abandonné 2 ou 3 cette année. Il me semble que j'en ai d'autres abandons que Enfin, j'ai abandonné Crescent City 2. J'ai abandonné du coup Paradicte et La Croisée des Mondes. Finalement, je crois que j'ai abandonné que ces 3-là. Si, j'ai abandonné un Fairy Loot aussi, que j'ai pas aimé, mais c'est pas non plus la pire lecture, c'est juste que c'était pas ce que je recherchais, enfin c'était pas mon genre en fait, j'aurais dû m'en douter que ça allait pas me plaire, mais c'est pas la pire lecture. Mais
Mais ouais, j'ai abandonné un petit peu plus cette année que les années précédentes, mais c'est bien, je suis aussi contente puisque ça me permet aussi de me dire que je me force pas à lire des livres qui, je sais, ne me plairont pas. Ça ne sert à rien de se forcer à regarder l'année dernière Crescent City, je me suis forcée à aller jusqu'au bout. Pour moi, rien de bon n'en est ressorti, si ce n'est un traumatisme. Donc ça ne sert à rien d'aller au bout des lectures que vous savez ne vous plairont pas. Vous perdez du temps, vous perdez de la motivation, ça peut vous créer une panne de lecture, alors que je suis sûre que vous avez plein d'autres livres qui vous font envie et que vous prendrez beaucoup plus plaisir à découvrir. Donc vraiment, si j'ai une chose à retenir, ne pas hésiter à abandonner ces livres. Ça fait mal au cœur, surtout quand c'est des livres qu'on a achetés en se disant, putain, j'ai quand même mis de l'argent dedans et puis finalement je l'abandonne et j'ai même pas fini. Ouais, mais c'est pas grave. Vaut mieux dépenser intelligemment son argent et de se dire, bon bah c'est pas grave, le prochain livre que j'achète justement, je le sélectionne plus intelligemment, justement en gardant en mémoire que bah, les autres ouvrages dans ce genre-là, je les ai pas aimés. Voilà. En tout cas, j'espère que les livres que je vous aurai présentés, surtout pour le top 5, vous auront donné envie de les découvrir, même si je pitch vraiment très mal les livres. Et en fait, je crois qu'il est trop tard pour moi pour tourner. Je suis pas très forte pour pitcher de base, mais alors là, encore moins, vraiment, donc je m'excuse. J'espère que vous aurez peut-être découvert des livres qui vous auront donné envie du coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, que ça soit autant en top, en flop, ce que vous en avez pensé, ou au contraire, qu'est-ce que vous avez lu cette année qui est dans votre top 5. On va garder le positif, citez-moi que votre top 5. Quelles ont été les 5 meilleures lectures que vous avez faites en 2023? Dites-moi tout ça en commentaire. Et pour ceux qui voudraient commenter mais qui ne savent pas quoi mettre, eh bien écoutez, mettez-moi juste un emoji 5. J'ai pas d'idée, vraiment, j'ai pas d'idée. Un emoji 5 ou écrivez-moi juste le chiffre 5 en commentaire, ça sera déjà très très chouette, donc merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa, à partager la vidéo. Ça aide énormément pour l'algorithme YouTube et pour la visibilité de la chaîne et pour aider à faire grandir la communauté. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le feront. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, sur Instagram ou sur Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller nous suivre par là-bas, ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine. Bye bye!